Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler du vin, et en particulier sous l'angle de la finance et du patrimoine. Et nous allons répondre à la question « Comment bien investir dans le mets ?» J'ai pour cela un invité de marque qui s'appelle Nicolas Barrier, qui est cofondateur de Nico.io. Nico.io est une plateforme de pédagogie financière, mais aussi un cabinet en gestion de patrimoine. Et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Nico. Bonjour Olivier. Alors, ma première question, on va un peu parler de toi. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? Qu'est-ce qui te donne ton énergie au quotidien ? Dans 2 semaines, ça sera le réveil pour amener mes enfants à l'école, parce que c'est bientôt la rentrée scolaire, puisqu'on est en train d'enregistrer, on est fin août. Donc, on va dire que c'est mon rythme de vie. Après, mis à part ça, non, j'ai un boulot qui me passionne, puisqu'aujourd'hui, mon rôle est de conseiller, d'informer les gens sur leur patrimoine financier, sur ce qu'ils peuvent mettre en place, sur ce qu'ils devraient mettre en place. On a 8 Français sur 10 qui n'ont pas conscience des investissements financiers qu'ils pourraient faire ou des paramètres qu'ils devraient avoir. Et du coup, ce qui me fait me lever tous les matins, c'est d'amener le maximum de contenu aux gens, peut-être des fois un peu trop, parce que j'essaye tout. Les vidéos sur YouTube, les TikTok, les choses comme ça, des posts sur LinkedIn, des études, enfin voilà, et on essaye vraiment d'être présent. Donc, qu'est-ce qui me fait me lever le matin ? C'est que je kiffe mon travail et du coup, j'aime en faire profiter les autres. C'est une noble tâche. Bravo. Moi, je te suis beaucoup sur LinkedIn et franchement, tu produis du beau contenu qui alimente la pédagogie financière pour tous les Français. Donc, bravo pour ça. Merci. Alors, si on revient au sujet, Nicolas, sur le vin, quels sont tes rapports avec le vin, à toi personnellement ? Alors personnellement, même s'il faut faire attention à l'alcool, faut pas trop en consommer, parce que on va parler d'alcool, mais moi je suis originaire des Hautes-Pyrénées, de la frontière du Gers. J'ai été baigné pas très loin de Madiran de toute ma jeunesse. Madiran, donc certains connaissent le château Montus. Dans mon plus jeune âge, il avait une réputation qui était bien inférieure. Il a été repris par quelqu'un qui avait vraiment une vision des choses et qui a totalement transformé le château, le domaine. Et du coup, j'avais des vignes pas très loin de chez moi. Il y avait aussi les fêtes de village où je pouvais me rendre et j'ai commencé à connaître le rapport au vin avec ça. Toujours pareil, même s'il faut faire attention au vin, dans notre culture bigourdane, puisque je suis bigourdan, je suis né à Tarbes, j'ai été élevé dans le Hautes-Pyrénées. Quand on a de la soupe, qu'on est petit et qu'il y a du vermicelle, on finit avec un chabreau, ça s'appelle chez moi. On verse un peu de vin et on boit ça comme ça. Bon, c'est bien, c'est pas bien, c'est encore un autre débat, mais mon rapport au vin, c'est un peu la Madeleine de Proust. Ça me rappelle mon enfance et des visites. J'ai de la famille qui était aussi dans le Bordelais, qui faisait encore les vignes avec un cheval de trait. Voilà, c'était un des derniers qui faisait ça. Donc, j'ai aussi d'autres familles à moi qui a travaillé chez Rothschild. Donc voilà, mon rapport au vin, il est multiple. Il est, je pense, un peu comme tous les Français. Je pourrais citer plein d'événements où j'ai vu une bouteille de vin, un nom, une étiquette qui m'a marqué, une œuvre graphique. Mais je pense que c'est aussi un produit universel. Et voilà, mon rapport au vin, c'est que j'aime bien ça. Je suis pas œnologue, voilà, donc faut pas non plus s'attendre à des conseils de ma part sur de l'achat en bouteille de vin. J'ai un rapport très simple au vin. Je suis plutôt, par exemple, sur du Languedoc parce que je trouve qu'il est appréciable, mais j'aime bien certains Bordelais. Il y a des noms qui me marquent, il y a des noms que j'aimerais goûter. Mon rapport au vin, ça va être un rapport d'amateur. Voilà. Très bien. Ça tombe bien que tu sois pas œnologue parce qu'on va plutôt aborder le vin aujourd'hui comme un produit d'investissement. Et là, on va plutôt faire appel à tes compétences de gestionnaire de patrimoine. Alors, d'abord, c'est moins connu des Français. Effectivement, comme toi, beaucoup de Français, je pense tout le monde, a un rapport au vin, positif ou négatif, mais en tout cas un rapport au vin. Mais c'est moins connu en tant que produit d'investissement. Alors, qu'est-ce que le vin en tant que produit d'investissement ? Alors déjà, tu disais un rapport positif ou négatif. Je pense qu'au début, le rapport était positif. Au bout de 3 bouteilles, il devait être négatif. Donc voilà, en général, c'est l'abus de positif qui rend négatif. Mais mis à part ça, l'investissement dans le vin, ça reste un actif réel. En fait, moi, j'ai découvert qu'on pouvait investir dans le vin il y a de ça quelques années. J'adore ça, mais j'ai un de mes associés, Florent Nicolas, qui est un passionné, qui a une cave chez lui
voilà, qui rade les bons coups, qui rade des éléments. Et on a commencé à rader un petit peu au niveau investissement ce que pouvaient faire nos clients, parce que notre but aussi c'est de voir un petit peu ce que peuvent faire nos clients. Le vin reste un produit d'investissement assez conséquent, qui est peu connu. Vous avez chaque année des indices qui sortent, par exemple l'indice Knight Frank, qui va nous parler de tout ce qui est investissement. En 10 ans, l'étude datée de 2021, ça avait pris sur 10 ans 120%. Donc mine de rien, le vin reste un produit d'investissement lui aussi, et une grosse partie de la production est écoulée dans cet objectif-là. Donc c'est quoi le vin en termes d'investissement? Bon, on va dire que c'est un investissement un peu différent, décorrélé des marchés financiers, et qui a un seul rapport, c'est le rapport de la qualité du produit qui a été fait par le château et les années, alors plus ou moins bonnes selon les canicules, la saison. Mais du coup, le rapport à l'investissement, c'est que ce que j'aime bien en tout cas par rapport à ça, c'est que on est sur de l'actif réel. Voilà, on sait ce que c'est une bouteille de vin, on peut citer le château, on peut citer l'année, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'on le découvre. En tout cas, c'est un actif sur lequel on peut investir. On a parlé en amont de l'émission de voitures, un peu comme les voitures, certaines voitures de luxe. C'est un actif qui est tangible et qui parle à tout le monde. Nous, quand on fait des préconisations dans notre métier, on fait beaucoup de pédagogie, mais aussi on fait de la mise en application. On va proposer plusieurs solutions. Si j'en cite 6 qui sont faites d'immobilier, de financier, et que je finis par le vin, la plupart du temps, celle que les gens vont retenir, c'est le vin. Oui, parce que c'est assez original et puis il est peut-être un peu moins connu pour ça, mais oui, comme tu viens de le souligner, c'est à la fois un actif, mais c'est à la fois aussi un produit affectif. Et donc, on peut peut-être d'une pierre faire deux coups lorsqu'on choisit cet investissement. Alors, ça m'amène à la question suivante. En tant qu'épargnant, si Oui. on choisit d'investir dans le vin, quel sens on donne à son épargne lorsqu'on fait ce type d'investissement? On voit beaucoup aujourd'hui de green investissement, d'investissement vert. Donc là, on parle aujourd'hui de vin et on aurait pu parler de forêt aussi. Donc c'est des produits dans des actifs réels qui sont de plus en plus intéressants. Quel sens on donne à son patrimoine financier? On va, je pense, diversifier, donc mutualiser le risque. Je conseillerais jamais de faire plus de 5% de placement dans le vin sur ces actifs financiers. C'est qu'en faisant ça, on va chercher, je pense, 2 ou 3 choses. La première, c'est la diversification. Voilà, aujourd'hui, quand je fais de l'assurance vie, je suis sur les marchés financiers ou immobiliers. Quand je fais du vin, je suis sur un actif réel qui, dans le temps, va prendre de la valeur normalement. Pourquoi? Parce que il y aura de moins en moins de bouteilles du même château de la même année. Donc, mécaniquement, je devrais avoir de plus en plus de valeur. Ça, c'est un petit peu la diversification. Le deuxième, c'est selon les châteaux que je vais acheter, c'est donner une connotation peut-être bio, green, nouvelle technologie, choses comme ça, et de mettre en avant un petit peu ces acteurs-là et peut-être adhérer à un projet. Quand je parle de projet, dernièrement, moi j'ai rencontré Laurent David, qui est le fondateur du château Edmus, alors fondateur, repreneur du château Edmus. Petite parenthèse pour parler d'un personnage, voilà, que j'ai beaucoup apprécié la rencontrer. Ancien cadre dirigeant de chez Apple Europe, il rachète le château, il le fait rentrer dans le 21e siècle. Dernièrement, il a fait parler de lui parce que il avait fait des étiquettes de bouteilles de vin avec un tatoueur qui ont été aussi agréées NFT. Donc voilà, on part sur totalement autre chose. Donc le vin, ça peut être le trait d'union entre le passé, on va dire, donc notre tradition, voilà, de mettre en avant notre tradition, et le futur par rapport à ça. Donc voilà, donc diversification, peut-être être un peu franco-français, être chauvin, et de mettre en avant une région proche de chez soi, peut-être le Bordeaux, le Bourgogne, le Languedoc. Voilà, il y a plein de régions en France qui font du vin, et peut-être aussi à un moment donné de se dire pourquoi pas ouvrir un petit peu ce qu'on fait, mutualiser son risque. Voilà, je pense que le vin peut donner ces sens-là à son épargne. Alors, il n'y a pas que des vins français. Dans les allocations qu'on fait avec nos partenaires, on en parlera peut-être un peu plus tard, on a aussi des vins étrangers, mais oui, on peut un peu diriger notre épargne sur de l'économie réelle et cibler en priorité peut-être soit une région, soit une catégorie, soit un pays, soit une façon de faire, soit une politique. Voilà, on a des vins qui sont très bio. Je ne sais pas si tu as suivi un peu dernièrement les actualités, mais tu as aussi un producteur de vin dans le Pays Basque qui est une chose un peu particulière, c'est qu'il les élève dans des fûts qu'il met dans l'eau, donc qu'il met au fond de l'eau. Et donc du coup, le mouvement de la marée et la pression font que ce vin va être un peu différent. J'ai découvert ça il y a 3 semaines, un mois. Alors peut-être que c'est pas du vin d'investissement, mais on peut peut-être aussi l'aider, l'épauler, le mettre en avant en allant acheter quelques bouteilles, et en les stockant, et puis en se disant peut-être que dans 5-10 ans, cette cuvée vaudra un peu plus que ce qu'elle valait au début. Bien sûr, on veut donner du sens à son épargne, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que c'est intéressant en termes de rendement d'investir dans
cet actif? Alors oui, quand on investit en général, on a peu de pépettes qui tombent. Tous les investisseurs sont un peu pareils. Oui, c'est intéressant. Le track record, alors j'aime pas trop employer des mots anglais comme ça parce que ça paraît technique, mais en gros, les enregistrements de performance du vin sur les dernières années, donc ça c'est nos partenaires qui nous les donnent, on est entre 7 et 8%. Donc oui, l'investissement est intéressant et rentable. Quand je te citais l'indice Knight Frank, c'est un indice anglais, je suis désolé. Première performance, c'était le whisky sur 10 ans, c'était quasiment 500%. Le quatrième, c'était le vin. Devant les montres, les bitcoins. Donc, alors ça dépend des années parce que le bitcoin, il peut être volatile par moment, il est monté et descendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, ça reste intéressant. Ça reste intéressant il y a plusieurs choses à savoir. C'est qu'il va falloir choisir les bonnes bouteilles. Et là, il faudra être vigilant. Il faudra être sûr de les conserver un petit peu de temps aussi parce que pareil, faut pas être pressé dans le vin. Voilà, c'est un peu comme en bourse. Si on prend l'idée de Warren Buffett, mon investissement, c'est un investissement long terme et il faudra mutualiser ses risques. Voilà, mais oui, on a de la rentabilité intéressante. Petit point à noter, je vais acheter une bouteille de vin, je sais pas moi, 200 €, donc c'est déjà une très bonne bouteille de vin et plutôt chère. Si je la revends toute 5 000 €, c'est de la plus-value en bien d'hiver, j'ai pas d'imposition. Donc, il y a des choses, j'aurai pas d'économie d'impôt, mais en tout cas, j'aurai un aspect financier qui peut être intéressant et si je le conserve assez longtemps, ça peut vraiment être intéressant. On a vu, je crois que c'était en fin 2021, c'était plus performant que la bourse anglaise sur le dernier trimestre. Voilà. Aujourd'hui, le vin devient de plus en plus important. On se rend compte aussi qu'il y a des milliardaires qui achètent des châteaux. C'est pas mine de rien, c'est pas anecdotique. Hein. Ça devient vraiment un actif, une signature. On a des stars d'Hollywood qui produisent leurs propres vins, qui commencent à inventer des alcools. Brad Pitt qui a fait du gin dernièrement. Mais voilà, aujourd'hui, si on reste sur du vin et du champagne, c'est des actifs franco-français et de plus en plus étrangers parce que certains vins étrangers sont de très forte qualité et c'est assez rentable. Entre 7 et 8% en moyenne. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Oui, bien sûr. C'est toujours bon à rappeler. Alors, toi, tu es conseiller en gestion de patrimoine. Du coup, Oui. je vais te poser une question un peu stratégique. Où est-ce que généralement tu conseilles de placer le vin dans une stratégie de diversification de son patrimoine? Comme je l'ai dit déjà, quand j'ai du patrimoine financier, ce que je dis aux clients, c'est que pas plus de 5%, parce que même si c'est un actif réel, pour moi, c'est un actif qui est un peu exotique. Voilà, c'est particulier. Tout le monde ne sait pas qu'on peut investir dans le vin. C'est un marché de gré à gré, donc je vais acheter du vin, il faut que je le revende à un moment donné. Deux typologies en général. Soit je veux tout faire en direct, choisir mon vin, le conserver, le revendre. Soit je passe par un intermédiaire. Dans le premier cas, ça va nécessiter de la connaissance et de la compétence. Ce que je ne sais pas faire aujourd'hui. Il faut être tout à fait transparent. Mon rôle aujourd'hui n'est pas de faire de l'allocation dans les bouteilles de vin et d'aller faire tous les marchés au vin, les goûter et de donner des classements. C'est pas mon métier, c'est pas mon domaine particulier. Moi, je vais tracer la route pour aller à la sortie 20 à 10 km. Après, je vais pas choisir le village où on va aller. Il y a la deuxième étape qui est de passer par des intermédiaires. Évidemment, l'un ou l'autre, ça dépend de la mentalité des gens. J'ai plutôt tendance à passer par la deuxième solution, parce que d'une, ça me facilite la vie, et ça me permet d'avoir des connaissances et des compétences de professionnels qui, eux, c'est vraiment leur métier, ils le font au quotidien. Donc là-dessus, sur la solution, mais ça va être de passer par un intermédiaire. On peut en citer deux. Je n'ai pas trop en tête, je suis désolé, mais nous, on passe par des partenaires qu'on a agréés en interne et qui sont agréés AMF. Alors, attention, alors je suis désolé, je fais un peu de technique. L'autorité des marchés, en fait, donne un agrément aux intermédiaires en biens divers. Comme une agence immobilière qui a une carte de transaction pour vendre un appartement, demain, quand vous faites de l'investissement dans le vin, il vaut mieux passer par quelqu'un qui est agréé sur les biens divers, donc il y a un agrément. Il y a 7 plateformes en France. Les deux que je connais le plus, c'est PatriWine et Cavissima. Et aujourd'hui, ces partenaires, et je vais parler de Cavissima, ont un meilleur sommelier de France en interne, des gens qui font de l'allocation et en fait qui vont vous proposer des allocations, un peu comme une assurance vie. Moi, j'ai fait des rendez-vous avec des clients à moi parce que étonnamment, je vais sortir un peu du cadre. Quand je fais des allocations d'assurance vie, ils sont contents de voir Florian Nicolas qui s'occupe des allocations d'assurance vie, mais ça va pas durer 3 heures notre rendez-vous parce que on va rentrer dans le détail, mais pas aller très loin. Quand je présente la personne de chez et c'est pas de la faute à Florian, hein, il est passionné, connaît son métier, mais quand je parle de vin et qu'on sélectionne 20 bouteilles, j'ai des rendez-vous qui ont duré 2 heures. Parce que les gens posent des questions, s'intéressent. La personne qui fait l'allocation nous parle des maîtres de chez, nous parle de l'orientation du domaine, pourquoi cette année-là, pourquoi du primeur ou pas du primeur. Et du coup, ça prend du temps. Et il faut être réaliste. Ce métier-là, c'est un job à temps plein. Moi, je préfère m'orienter vers cette seconde solution
qui a vraiment un agrément, où je sais où sont stockées les bouteilles, elles sont à bonne, voilà. Je sais le prix des bouteilles, je sais où c'est. J'ai une petite application pour voir un petit peu le cours des clients. La première solution peut être intéressante, elle coûte un peu moins cher, puisque j'ai pas de frais de garde. L'inconvénient, c'est est-ce que ça a été bien conservé, est-ce que je vais pas taper dedans un samedi soir parce que je rentre de soirée, je suis avec des potes et on veut se faire plaisir. Il y a du bon et du mauvais, voilà, il y a deux solutions. Soit je passe en direct, ça veut dire qu'il va falloir que je m'intéresse, et soit je passe en indirect, je vais m'intéresser aussi, mais je vais déléguer un petit peu cette allocation à un professionnel du métier. C'est-à-dire que la solution où on gère soi-même son patrimoine demande à ce qu'on soit passionné par le domaine. Ça va nécessiter plusieurs choses. Tu l'as dit, ça nécessite des connaissances et des compétences. Un peu comme les gens qui ont des PEA, qui font un peu de bourse. Ils s'intéressent, ça prend du temps. Là, on est sur des cycles longs. Mais derrière, ça veut dire quoi? Quand j'achète avec Cavissima et que c'est Cavissima qui stocke, par moment, ils ont des bouteilles que je pourrais pas avoir en direct. Donc, là, premier point, vu que c'est un grand nom, il arrive à avoir des bouteilles en direct. L'engagement, c'est qu'il prend le carton dans le château et il le met directement dans sa cave. Donc ça veut dire que déjà, j'ai de la traçabilité. Et il y a aussi un sujet de contrefaçon de plus en plus. On a vu qu'il y avait des grands experts qui faisaient des contrefaçons, donc ça me garantit, en tout cas dans le marché secondaire, de ne pas avoir de contrefaçon. Et ce partenaire va les stocker. Donc je suis assuré contre le vol, la casse, voilà, contre ces désagréments-là. Demain, quand je vais revendre, le fait que ces bouteilles aient été bien stockées pendant des années, ben, le marché secondaire va être réactif là-dessus. Je dis pas que la personne en direct ne pourra pas bien les stocker, mais comment elle pourra montrer ou démontrer que son stockage a été performant. Et c'est là où c'est, parce que on va s'en rendre compte à quel moment, quand on va ouvrir la bouteille en fait, ni plus ni moins. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc à la différence d'une montre, je peux l'ouvrir et la réparer. Une bouteille de vin, quand c'est ouvert, c'est ouvert. Mais en fait, si tu préfères, je dis pas que le client ne peut pas le faire en direct. La plupart du temps en direct, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter un peu de bouteilles, il va les consommer, il en gardera une partie. Pourquoi pas? Donc il va se faire peut-être un peu plaisir en direct. Oui. Par contre, sur la notion d'investissement, là où il faut être vigilant, comme je l'ai dit, donc faut être vigilant à la contrefaçon. Passer par une plateforme, ça permet aussi d'avoir cette vision-là qu'on achète directement au château. Il faut être vigilant sur la conservation. Donc là, pareil, donc c'est performant. Et l'avantage, comme je te disais, c'est qu'on a ces caves un peu, ces caves qui sont mises sur une application, et on a des indices comme l'IVEX par exemple, qui sort les prix du vin mois par mois, année par année, et c'est mis à jour. C'est pas Cavissima qui nous dit le prix du vin. Il y a derrière une plateforme avec en gros des valeurs reconnues par tous. Je trouve que de faire ça en priorité sur l'investissement, c'est intéressant. Ces partenaires en général en plus ont une petite notion, c'est que ils permettent aux gens, donc admettons le prix de base en général, et on y viendra, c'est 5 000 euros, ils permettent aux clients de se faire livrer une bouteille, ou plusieurs d'ailleurs. Ils sont pas obligés de revendre à terme. Et d'ailleurs, quand je dis à terme, il n'y a pas de durée de détention. Donc celui qui achète 20-25 bouteilles pour 5 000 euros, ça veut dire que c'est un prix moyen de 200-250 euros. Ben, dans 2 ans, il veut se faire plaisir, il peut appeler le partenaire, il y a un service de conciergerie, il se fait livrer, il consomme un peu sa plus-value, donc ça peut être intéressant. Pourquoi je suis un peu plus réticent à l'investissement direct, c'est que ça nécessite et ça demande des compétences et aussi une cave de conservation, le fait à un moment donné que si on commence à avoir beaucoup de valeur en main chez soi, faut être assuré pour ça. Il y a plein de sujets après extrinsèques à mon sens, mais pourquoi pas. Mais tous ceux qui m'ont dit en général qu'ils avaient investi dans le vin, qu'ils l'avaient fait chez eux, ils ont quand même ouvert une bouteille ou deux parce qu'ils ont un moment voulu. Voilà. Je pense que ça reste le plus grand risque, effectivement. À moins qu'on ait une cave troglodyte à 400 km et qu'on n'y aille jamais, mais sinon, ça paraît compliqué. On n'a pas parlé des horizons de placement. C'est quoi? J'imagine que c'est en fonction des bouteilles qu'on choisit, parce qu'il y a des bouteilles de longue garde, de moyenne garde. Exactement. En fait, ça va même plus loin, c'est que la plupart du temps, tu as un mix entre primeurs, qui est plutôt, donc ça c'est des Bordeaux que tu achètes et qui te seront livrés dans 2 ans, donc ou dans 1 an, des primeurs. Et après, tu as différentes choses, donc tu as des vins français, tu as des vins étrangers, tu as aussi du champagne. Tout dépend. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est entre 5 et 10 ans. Voilà, c'est des cycles qui sont plutôt intéressants. Mais après, il y a pas de durée d'engagement. Donc, demain, si un des vins explose parce que, je sais pas, il a été goûté, le primeur, en fait, il se rend compte que la note par cœur, elle est beaucoup mieux que ce qu'il pensait. Et par cœur, c'est un indice aussi de classement des vins. Si cet indice, je sais pas moi, il explose, ils disent que c'est un vin exceptionnel et que le bouteille a fait x10, pourquoi pas le revendre? Il n'y a pas de durée de détention. C'est un peu l'avantage aussi, c'est que le client fait ce qu'il veut, en fait.
Le client fait vraiment ce qu'il veut. Le vin, chaque vin a une durée de garde. Je sais pas, un Bordeaux, ça va être 10 ans, peut-être 15 ans certains, voilà, maximum. Ouais, mais t'as des Pétrus de 75 aussi qui sont revendus à des prix d'or, donc Oui. j'ai pas de durée de détention, mais je dis en général quand on fait de l'investissement dans ce type d'actifs, faut pas se dire que c'est sur un an, parce que ça serait pour moi pas intéressant, mais entre 5 et 10 ans, c'est pas mal. Voilà, le champagne, voilà, on en a parlé, les vins étrangers, le vin australien Penfolds, qui est un vin reconnu aussi. Enfin, je pense que chacun a des caractéristiques. Tu l'as dit, le Bordeaux, mais on va faire peut-être du Bourgogne, du Languedoc, on va faire du Gigondas. Enfin voilà, il y a plein d'appellations qu'on pourra investir. Et chacune a ses caractéristiques. Donc, chaque année, en fait, en tout cas, en plus, ce que font ces partenaires, c'est qu'ils font un point sur la cave. Et ils disent, peut-être qu'on arrive au degré de maturité et que là, bon, ça peut valoir le coup de le liquider, mais de s'en séparer et peut-être de faire autre chose ou de prendre le cash et de voir après. Mais l'avantage de cet actif, c'est que dans les paramètres, la durée, en tout cas, est pas un paramètre inscrit dans le marbre. On dit pas aux clients, c'est 5 ans minimum. Il n'y a pas de durée, mais je pense que tu as raison. 5 et 10 ans, c'est cohérent. Et une dernière question, Nicolas, puisque sur ce podcast, tout est transparent, on parle de finances sans complexe. Donc, toi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, quand tu travailles sur cet actif-là via, par exemple, ces plateformes donc, que tu as citées, quelle est ta rémunération ? Alors, je peux en avoir deux. Alors, comme tu dis transparent, je vais être transparent sur tout. Le premier, c'est quand je fais du conseil, je peux avoir une lettre de mission. Donc là, aujourd'hui, on ne le fait pas, mais certains conseillers le font. Donc, quand ils vont donner un conseil, ils vont facturer ce conseil. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on le fait pas. Et la deuxième rémunération, ça va être la rémunération qui est donnée par le fournisseur, Cavissima ou Patriwine. Selon les accords et les cabinets, moi, je connais les miens, mais on est entre 3 et 4%. D'accord, donc le partenaire nous rémunère 3 ou 4%, mais que vous passiez en direct ou par un CGP, que ce soit Nico ou un autre, c'est toujours la même chose. S'il ne paye pas le CGP, il va garder ça en commission interne. Donc, dites-vous que c'est 3 ou 4% de paiement, mais un peu comme le Girardin, la Forêt, voilà, vous avez un peu de commission qui remonte au partenaire, mais je suis assez transparent là-dessus. Dans tous les cas, quand tu dis transparence, notre statut CIF nous oblige à l'être. Donc, si demain vous investissez avec un CGP, et ça je vous le dis, il est obligé de vous dire sa rémunération. Donc là, je suis assez transparent là-dessus. Je suis pas encore une association caritative. Peut-être un jour, on l'aura, mais oui, on est rémunéré pour notre travail. On fait pas payer le client en direct, on est payé par notre fournisseur. Nous, notre job, c'est de trouver les meilleurs fournisseurs et les meilleurs produits. Et dans ce cas-là, on trouve que Cavissima et Patriwine sont les meilleurs parce qu'ils sont agréés MF. Il y en a peu en France, il y en a 7. Et que du coup, voilà, mais entre 3 et 4%. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette transparence, Nicolas. Avec plaisir. Pour te retrouver, je pense que tu es accessible sur LinkedIn. Nicolas Baraillé. Nicolas Baraillé, nico.io, donc nyko.io. Vous pouvez nous retrouver partout en France parce qu'on est pas mal implanté aussi au niveau local. Petit point de vigilance avant qu'on finisse. J'essaye d'alerter les gens aussi sur les arnaques. Mon rôle, c'est aussi un peu ça. Sur Facebook, vous voyez beaucoup de publicité sur des placements en vin. Du vin à 4% par mois, ça n'existe pas. Voilà, faut pas chercher midi à 14h. Moi, j'ai des clients qui m'ont appelé suite à des articles parce qu'ils se sont fait avoir, ils ont perdu de l'argent et on parle pas de 5 000 €. On est plutôt entre 20 et 100 000 € avec des plateformes qui sont vraiment bien montées, avec des documents bien faits. Donc, soyez vigilants. Faites-vous entourer. Si vous devez faire du vin en direct, allez sur des plateformes connues, reconnues. Je pense par exemple à Ideal Wine, Cavissima aussi. Il y en a plein, Vinatis. Voilà, là vous êtes sur des grands noms. Si vous devez passer par des intermédiaires, passez par des intermédiaires agréés, donc agréés MF. Je vous donne 2 noms, Patriwine, Cavissima. N'allez pas ailleurs. Voilà, des promesses trop belles. Pour reprendre, je crois que c'était les mots de Jacques Chirac. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que 4% par mois, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Donc, ne donnez pas d'argent. Si vous avez besoin, vous avez un email, nicolas@nico.io, donc Nicolas, mon prénom, @nyko.io. Si à un moment donné, on vous fait une promesse qui vous paraît un peu trop belle, envoyez-moi les documents, je vous dirai rapidement si c'est vrai ou pas. Mais soyez vigilants parce que, comme tout actif qui amène du rêve, un peu comme les montres et les objets de luxe, on a de plus en plus des contrefaçons et des arnaques. Et contrefaçons, en passant par des plateformes, on peut les éviter. Et les arnaques, aujourd'hui, pareil, si c'est trop beau, c'est qu'il y a un sujet. Donc soyez vigilants. J'ai fait une petite aparté, je suis désolé, mais c'était juste pour ce point-là parce que je trouve que Facebook
Facebook fait pas cette régulation d'arnaque et les gens, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Mais tu as bien raison de le souligner. Moi, je rajouterais dans le même sens, si vous avez envie d'investir dans cet actif, rapprochez-vous de votre conseiller en gestion de patrimoine préféré, de Nicolas Baraillé si vous n'en avez pas. Et puis, je pense que vous allez être beaucoup mieux aiguillé et avec plus de sécurité pour le faire. Alors, merci beaucoup, Nicolas, et au plaisir de te recevoir une autre fois sur ce podcast. Au revoir. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.